m'entendre correctement. Alors, bienvenue pour ce webinaire de l'Europe des communes. A priori, si vous êtes ici, c'est que vous savez ce qu'est l'Europe des communes, mais quand même un petit rappel. L'Europe des communes, c'est le service de la Commission européenne en France, et plus spécifiquement de l'équipe à Marseille de la Commission européenne, qui s'intéresse aux collectivités territoriales françaises. Donc c'est un service qui a vocation vraiment à parler d'Europe spécifiquement aux collectivités territoriales, en partant vraiment des besoins, de ce qui intéresse les communes, les intercos, etc., à partir de leurs compétences et de leurs besoins, pour proposer du matériau, de l'information spécifiquement liée à leurs besoins. Alors on a une panoplie d'outils, notamment une newsletter, et on a un cycle, une programmation régulière de webinaires dont fait partie celui d'aujourd'hui. Petit rappel, on essaie de tenir ça sur des formats assez courts d'une heure environ pour traiter un sujet spécifique. On vous invite à poser les questions dans le chat. Peut-être que certains de nos intervenants, et puis en fonction du temps qu'on aura à la fin, répondront à quelques questions, mais ne vous inquiétez pas si c'est pas forcément le cas. On essaie après coup, après le webinaire, de vous envoyer déjà les supports, le replay, et puis des réponses aux questions qui auraient été posées dans le chat, qui n'auraient pas eu de réponse pendant la session. Voilà, pour rappel, c'est enregistré pour pouvoir vous permettre ensuite d'avoir un replay. Voilà pour tout ce qui est, j'allais dire, gestion domestique du webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, l'intérêt de travailler en réseau européen pour des collectivités. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet vraiment en introduction, mais enfin, on va essayer, via un certain nombre d'intervenants que je vais présenter tout de suite, de comprendre ensemble quel est l'intérêt pour des collectivités de travailler avec d'autres collectivités européennes. En gros, c'est ça. Comment ça peut vous permettre d'échanger des bonnes pratiques, de peut-être vous rencontrer sur des sujets communs, des problèmes communs que vous rencontrez. Enfin, en général, les collectivités ailleurs en Europe sont confrontées aux mêmes défis, que ce soit le changement climatique, que ce soit la sécurité urbaine, que ce soit l'intégration sociale. Donc, allez voir un peu ailleurs, c'est souvent ça la force de l'Europe, allez voir un peu ailleurs comment c'est fait, si c'est fait différemment. Et du coup, enrichir un peu vos idées, vos projets, vos programmes. Ça permet aussi, si vous vous organisez en réseau, de gagner en visibilité, au-delà des frontières un petit peu, mais même au niveau national, peut-être de gagner un peu en visibilité, et au niveau européen. Et puis c'est une manière aussi au quotidien de faire vivre l'Europe via ces échanges et cet enrichissement. Je m'arrête là parce que ça va être le sujet de tous nos experts plus compétents. Donc on aura Laura de la Direction générale de la politique régionale et urbaine à la Commission européenne, qui nous fera un cadrage un peu général sur l'importance et la valeur ajoutée de cette coopération, de ces échanges et de ces réseaux. On aura ensuite Sabine de l'AFCCRE, qui nous fera part un peu via le travail de l'AFCCRE de témoignages de collectivités. Jenny ensuite du secrétariat d'Urbact, qui nous fera un petit zoom sur spécifiquement Urbact, et ce sera complété par Mathieu, point de contact national Urbact, avec là vraiment un zoom sur des exemples très concrets de coopération dans le cadre d'Urbact, pour que vous compreniez vraiment ce que ça peut être au quotidien pour des collectivités. Et puis enfin, on aura Gwen de la Direction générale de la communication à la Commission européenne, qui nous parlera plus spécifiquement du réseau BELC, qui est un réseau spécifiquement pour les collectivités territoriales. Voilà, je m'arrête là à ce stade et je laisse la parole à Laura. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Un grand merci pour cette invitation pour participer à ce webinaire. Donc, je m'appelle Laura Ligère, je travaille à la DG Régio de la Commission européenne et dans une unité qui s'occupe spécifiquement du développement urbain et territorial. Donc, une unité qui est très attachée aux villes et aux collectivités. Et donc, peut-être juste changer la diapo tout de suite. Je vais parler un petit peu en particulier de la coopération et de le travail de coopération entre les villes et les territoires en particulier, en parlant un petit peu plus particulièrement de la politique de cohésion. Donc, comme vous le savez, peut-être la politique de cohésion, c'est une des principales politiques d'investissement de l'Union européenne, qui repose sur trois fonds, le FEDER, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion. Et donc, un des grands principes de cette politique, c'est vraiment la coopération, le fait de travailler avec les régions, les villes, les départements, les territoires, et donc d'avoir une coopération qui se fait à la fois pour la mise en place de la politique, puisque c'est avec une gestion qui est partagée, pas seulement faite au niveau européen, mais bien sûr en France, ce sont les régions actuellement qui sont en charge de mettre en œuvre des programmes, et aussi la coopération entre les régions et entre les niveaux territoriaux pour vraiment favoriser la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre en fait de la politique et des fonds. Donc les acteurs locaux, les acteurs territoriaux sont vraiment les acteurs clés pour cette politique en particulier. Et donc, comme vous êtes peut-être au courant, il y a des programmes qui sont vraiment dédiés à la coopération, aux échanges et à la création de réseaux et de de plateformes de coopération entre ces différents acteurs qui font partie de cette politique en particulier. Donc, on a par exemple une grande valorisation du, du travail en communauté de praticiens. Donc là, il s'agit par exemple d'avoir des coopérations qui s'établissent au niveau des acteurs, des personnes qui travaillent dans les administrations locales et territoriales et régionales et qui sont vraiment les personnes qui mettent en œuvre la politique très concrètement au niveau des territoires. Et donc ici, par exemple, il existe des communautés qui permettent de partager des expériences pour mieux mettre en œuvre cette politique et pour mieux comprendre comment elle fonctionne, pour partager des pratiques. Et puis ensuite, on a aussi une des parties importantes de la politique dont on s'occupe dans mon unité, c'est le volet territorial et urbain. Et donc, au-delà de la coopération qui se fait au niveau des régions, via des programmes spécifiques, comme j'ai dit, des programmes par exemple transfrontaliers ou même entre plusieurs régions qui ne sont pas frontalières, on a aussi un volet territorial et urbain. Et donc, on a des provisions très spécifiques dans les règlements de la politique de cohésion qui permettent de dédier des fonds qui sont directement alloués à des stratégies urbaines ou territoriales non urbaines. Et donc là, on a aussi des provisions spécifiques qui doivent être mises en œuvre et on a aussi un soutien pour aider les territoires à mettre en œuvre ces fonds. Et donc ça passe par différents moyens, y compris le travail en réseau. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a différentes plateformes, différentes initiatives, différents outils qui existent. Et le fait de partager des expériences et des échanges, c'est un des grands principes qui permet de mieux mettre en œuvre la politique. Et donc c'est vraiment très valorisé, euh, notamment avec les collectivités. Donc avant d'évoquer quelques exemples, en effet, le fait d'avoir cette coopération et ce partage, bien souvent, ce qui ressort en fait de ces expériences, c'est d'avoir une meilleure, une meilleure connaissance des fonds, des possibilités de financement, d'avoir des réseaux de contacts pour partager des questions, des connaissances, etc. Bien sûr aussi euh, de trouver des solutions innovantes, de trouver des solutions pour améliorer la mise en œuvre des politiques, parfois pour aussi avoir des idées pour mieux collaborer avec les acteurs locaux, mais avoir une meilleure communication, avoir une nouvelle perspective sur le développement local de manière intégrée, comment le mettre en œuvre. Donc il y a vraiment une multitude de bénéfices qui peuvent être retirés de ces expériences. Alors pour vous donner peut-être quelques exemples plus précis, des exemples de réseaux européens de coopération qui font partie de cette politique de cohésion dont j'ai parlé.
Le premier, brièvement, ça serait peut-être le programme Interreg Europe. Donc là, il s'agit d'un programme de coopération interrégionale qui regroupe toutes les régions de l'Union européenne et qui est ciblé sur les autorités publiques. Donc ça peut être aussi des acteurs sous-régionaux qui peuvent participer. Et donc là, il s'agit en fait d'avoir des projets de coopération entre minimum 3 États membres sur des problématiques communes qui touchent aux grandes priorités de l'Union européenne, donc euh, les territoires plus intelligents, plus verts, plus inclusifs, la proximité avec les citoyens, la gouvernance, donc les grands sujets qui sont prioritaires. Et donc en ce moment, il y a un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 9 juin. Je vous partagerai ensuite le lien dans le chat. Et donc peut-être aussi, ça peut être une des possibilités pour créer une coopération avec différents acteurs publics territoriaux dans d'autres États. Ensuite, le deuxième exemple que je vais vous mentionner, c'est l'initiative urbaine européenne. Donc, comme son nom l'indique, c'est une initiative qui est ciblée spécifiquement sur les villes de toute taille qui peuvent participer. Et donc, elle fait partie de la politique de cohésion, mais elle comprend en fait différents volets euh, qui, euh, qui visent à à soutenir les villes pour différentes activités. Donc, il y a un volet que vous avez peut-être connu déjà, qui est les actions innovatrices urbaines. Donc là, on finance des projets spécifiques, des projets innovants spécifiquement développés par les villes, mais il y a aussi toute une dimension qui est liée au partage de connaissances et au renforcement des capacités pour aider les villes à développer leurs stratégies, à avoir des approches participatives, des approches intégrées et les aider à partager des expériences entre elles, trouver des solutions pour des défis communs. Donc là, je vais parler peut-être juste très brièvement de 2 modalités spécifiques qui sont en place. Euh, Certaines plus spécifiquement qui sont plus spécifiquement ciblées sur les villes qui bénéficient des fonds de la politique de cohésion. Et donc en fait, il y a 2 possibilités. Une, c'est les échanges de ville à ville. Et donc là, on permet à 2 villes de se rencontrer, de se visiter mutuellement et de partager leurs connaissances sur une problématique très spécifique qui est liée à la mise en œuvre des fonds. Et ensuite, on a une autre modalité qui est l'examen par les pairs. Et donc là, il s'agit d'une ville, par exemple, qui a un besoin d'améliorer sa stratégie de développement et qui souhaite la faire examiner par des villes autres qui ont aussi une stratégie et qui pourraient aider cette ville à améliorer son approche, à incorporer différents éléments. Et donc ça, c'est aussi une des possibilités qui existent. Je vais partager bien sûr tous les liens dans le chat dès que j'aurai terminé mon intervention, avec plaisir. Et ensuite, le dernier exemple, en fait, c'est le programme Urbact, donc, dont on va parler après. Donc, je vais l'évoquer seulement très brièvement, mais juste pour dire que c'est un programme qui est spécifié sur la création de réseaux de villes, donc en complémentarité avec l'initiative urbaine dont j'ai parlé, et donc qui fait aussi partie de cette politique de cohésion, mais qui va cibler vraiment toutes les villes européennes. Et donc voilà, c'est un petit panorama pour vous montrer un petit peu les différents types de réseaux qui existent, leur complémentarité. Et donc ça va aussi bien au-delà de cette politique. J'ai pris cet exemple en particulier, mais voilà, vous allez pouvoir peut-être étudier ces exemples de plus près et j'espère que ça pourra vous être utile. Voilà, merci beaucoup. Merci Laura, c'était très clair et ça commence à, à ouvrir quelques pistes un peu pour l'ensemble des participants. Sabine, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci Pierre pour l'invitation et l'opportunité de présenter l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. On peut passer à la première slide et partager l'expérience qui est la nôtre, hein. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la FCCRE, c'est une association de collectivités territoriales, hein, d'élus locaux, régionaux de différents niveaux de collectivités territoriales françaises qui a été créée
créé il y a déjà de nombreuses années, en 1951, hein, et qui a vocation à accompagner l'action des collectivités territoriales dans leurs différentes dimensions, l'action européenne des collectivités territoriales. On a à peu près 1 millier de collectivités aujourd'hui qui sont membres de la FCCRE et qui adhèrent à notre association sur une base volontaire, hein, et donc on les accompagne dans la diversité de leurs actions européennes, hein, qu'il s'agisse bien sûr des échanges, coopération européenne, d'actions en matière de citoyenneté européenne, de recherche de financement européen, de compréhension aussi de l'impact de la réglementation européenne sur les politiques locales. La FCCRE a également vocation à contribuer au débat européen, aux débats nationaux et européens, d'y représenter le point de vue des collectivités territoriales, hein, via des actions de lobbying, des prises de position. On participe à plusieurs instances, notamment nationales, hein, liées à la politique européenne, telles que l'INCOPAP, ou liées à la coopération décentralisée, telle que la CNCD. On travaille dans le cadre de différentes commissions thématiques de travail, hein, notamment une commission sur l'impact de la réglementation européenne sur les services publics locaux, une commission dédiée aux questions liées à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc autant de structures de travail qui permettent aussi de coopérer entre élus. Bien sûr, une coopération aussi qui se fait avec des élus européens. Juste à titre d'illustration, j'ai mis une photo du dernier comité directeur de notre association qui s'est tenu à Bruxelles en février dernier. Vous voyez Philippe Laurent, qui est président de la FCCRE, maire de Sceaux. Au centre, Christoph Schnödigel, qui est coprésident de l'association des Landkreis allemands. Fabrizio Rossi, qui est le secrétaire général de notre organisation européenne, je vais y revenir à l'instant, et Isabelle Boudino, qui est conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine. Donc vraiment un réseau d'élus, hein, au service des élus locaux. Je veux bien passer à la slide suivante. Donc je disais que la FCCRE est la section française d'une organisation européenne, le Conseil des communes et régions d'Europe, qui est finalement le plus vaste réseau de collectivités territoriales en Europe, hein. Il rassemble 60 associations dans la grande Europe, hein, au-delà de l'Union européenne stricto sensu. Il représente plus de 100 000 collectivités territoriales sur le continent européen, donc aussi une opportunité d'échange sur l'ensemble des problématiques, hein, liées à la mise en œuvre des politiques locales et à l'impact des dispositions européennes, de l'approfondissement communautaire sur la mise en œuvre des politiques locales. J'ai mis à titre d'exemple quelques thématiques sur lesquelles un travail est conduit avec nos homologues européens au travers des associations nationales et des collectivités territoriales qu'ils représentent. Un travail lié aux politiques locales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, avec la production d'une charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Des travaux liés à l'impact du dialogue social européen sur la mise en œuvre des services publics et sur le quotidien des agents du service public, hein. On a notamment conduit des projets d'échange, hein, autour par exemple de la thématique de la prévention des violences en direction des agents des services publics locaux, ou encore le soutien à des actions liées à la coopération au développement, hein, au travers d'une plateforme d'acteurs locaux et d'associations de collectivités territoriales engagées en matière de coopération décentralisée, hein, qui s'appelle Platforma, et qui est portée là encore par notre organisation européenne, le CCRE. Slide suivant sur l'intérêt pour les collectivités territoriales, hein, de travailler en réseau et de s'inscrire dans ces réseaux qui sont soutenus dans le cadre de différents programmes communautaires. Ils sont extrêmement nombreux. J'en mentionne quelques-uns sur cette slide, hein. Bien sûr, travailler à des solutions nouvelles face à des problématiques qui sont communes, hein, entre différentes collectivités territoriales européennes, hein, par exemple sur les questions d'égalité hommes-femmes, sur par exemple l'intégration des considérations sociales, environnementales dans les marchés publics, hein. Bien souvent, ces réseaux permettent finalement d'anticiper le déploiement de certaines politiques, hein, qui vont être fortement orientées par les politiques, les réglementations européennes.
accélérer la mise en œuvre des politiques locales, élargir le périmètre d'action, les modalités de mise en œuvre, le partenariat local européen pour le mettre en œuvre. Bien sûr, et c'est un intérêt aussi important pour les collectivités territoriales dans le contexte actuel, hein, ça peut aussi être un levier financier, hein, pour être plus ambitieux, par exemple, dans ces objectifs. C'est également une école de rigueur, hein, ça permet la montée en compétences des équipes qui sont chargées de mettre en œuvre, de conduire ces projets. Fédérateur aussi au sein de la collectivité, hein, ça permet notamment de valoriser les agents qui sont impliqués dans ce type de projet. Une valorisation aussi, ça a été dit, hein, des politiques conduites à l'échelle européenne, hein, qui peuvent aussi influencer dans une certaine mesure le développement de dispositifs européens, de politiques européennes. Intégrer des réseaux comme cela, ça accroît aussi les opportunités de coopération future, hein, en fait, hein. Bien souvent, on entend des témoignages à la fois d'élus ou d'agents en charge engagés dans ces projets, hein. Réussir à intégrer ces projets, ce qui n'est pas forcément toujours facile, hein, permet ensuite vraiment d'être identifié et de pouvoir éventuellement participer à d'autres projets, à d'autres réseaux. J'ai mis en illustration le témoignage d'un élu qui est vice-président de la FCCRE, qui est adjoint au maire de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, hein, qui est engagé dans de nombreux projets européens avec le soutien des programmes communautaires, hein. Il précise bien que ce type de projet est mis au service des politiques locales qui sont celles déployées par la collectivité, hein, et qui permettent aussi de développer une intelligence collective avec des partenariats multiples, hein, sans lesquels finalement cette intelligence ne pourrait pas être déployée. J'avais aussi le témoignage de Madame Guéry-Gazo, qui est maire de Clavette en Charente-Maritime, hein, et qui est également engagée à la FCCRE, hein, et qui témoignait du fait que ça permettait d'enrichir, hein, les politiques conduites par la collectivité, et en tout cas sur un autre sujet sur lequel elle travaille et sur lequel elle travaille au sein de la FCCRE, qui est la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça avait aussi permis de crédibiliser, hein, le portage de cette question, de cette dimension au sein de la collectivité. Donc ça avait été vraiment très très important. Je souhaiterais juste aborder quelques prérequis et points de vigilance, hein, pour améliorer les chances de succès, hein, pour la collectivité lorsqu'elle elle désire s'engager dans ce type de programme, hein. Redire que les projets a priori doivent précéder les financements. Il faut absolument que la volonté d'intégrer ce type de projet de partenariat répondre à un besoin local, à une problématique locale, hein. Cette dimension doit être intégrée en amont à la stratégie déployée par la collectivité territoriale. Il faut naturellement un intérêt et un soutien politique extrêmement fort, hein. L'existence également de compétences, d'ingénierie, hein, de temps disponible des équipes, hein, à la fois en amont de ces projets, mais aussi tout au long du projet, hein. Bien sûr, de l'anticipation, de la réactivité, hein, tout ça sont des éléments importants à avoir en tête. Quelques points de vigilance, je le mentionnais, la convergence avec la stratégie de la collectivité, hein. Il faut pouvoir inscrire ces partenariats dans le temps, hein. C'est pas forcément toujours aisé, hein. On a parfois de la perte, hein, les années passant. Je pense qu'il faut renforcer notamment la communication en interne, hein, sur les projets, sur leurs avancées, sur les résultats. Il faut vraiment qu'il y ait un partage au sein de la collectivité, hein, parce que ce sont des partenariats parfois et essentiellement à durée limitée. Un petit bémol peut-être, ce sont des réseaux d'excellence, donc il y a un intérêt très fort à pouvoir les rejoindre, hein, mais il faut effectivement qu'on s'interroge sur la capacité pour des collectivités qui n'ont pas forcément tout cet outillage, notamment technique, et en termes de personnel, pour pouvoir aussi profiter et rejoindre ce type de réseau. Et
peut-être, oui, noter effectivement qu'il y a une multiplication de ces opportunités. Et je pense que c'est aussi notre rôle de veiller à une bonne lisibilité et à une bonne précision de ce que ces réseaux apportent et quelles sont les différences entre les différents programmes hein, qui peuvent soutenir le travail en réseau. J'ai mis aussi, vous le verrez en slide final, un lien vers un guide des programmes communautaires qu'on a pu réaliser au sein de la FCCRE qui est spécifiquement consacré au projet climat et environnement. Voilà, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Sabine. Encore une fois, c'était très clair. Je vous propose maintenant de rentrer un peu dans le détail d'un des programmes assez importants dont on a parlé, Urbact, et je vais laisser la parole à Jenny et Mathieu. Bonjour, je vais vous présenter donc le programme Urbact, qui est un programme de coopération territoriale européenne. Donc, nous sommes un programme financé par le FEDER, mais aussi les États membres et les États partenaires de l'Union européenne. Et notre objectif, si on peut changer aussi de slide, notre objectif, c'est de promouvoir le développement urbain durable et intégré en Europe. Donc, le programme existe depuis 2002 déjà. Et là, nous sommes actuellement dans la 4e période de programmation d'Urbact. Donc, le programme a été approuvé pour Urbact 4 a été approuvé en 2022 pour continuer jusqu'au mois 2027. Et c'est comment on fait, en fait, comment on essaye de promouvoir le développement urbain intégré et durable en Europe. Ça, on le fait à travers, principalement, avec 3 activités. Donc, la première activité principale, c'est les réseaux des villes européennes. Donc là, la plupart de nos budgets va à cette activité au réseau des villes. Donc, à travers des appels à réseau que nous publions assez régulièrement, nous invitons les villes de toute l'Europe de se mettre ensemble et de candidater pour créer un réseau européen. Un réseau européen qui va travailler sur un défi commun parmi les villes qui participent, qui candidatent pour un réseau, et afin de travailler tout ensemble pendant 2 ans et demi et venir à travailler ensemble et co-construire un plan d'action local pour chaque ville. Donc, je vais entrer un peu plus en détail pour les réseaux un peu plus tard. Mais aussi, toutes ces villes, toutes ces collectivités locales qui font partie des réseaux Urbact bénéficient aussi de 2 autres activités. Donc, l'autre activité, c'est le renforcement des capacités. Donc, les bénéficiaires des villes, donc les représentants des villes, que ce soit des élus, que ce soit de techniciens qui travaillent dans les villes, bénéficient des formations précises sur comment développer des politiques locales intégrées et de façon participative. Donc, la participation et l'intégration des politiques, mais aussi une intégration plus verticale de tous les niveaux de gouvernance, c'est vraiment les éléments principaux du programme Urbact. Voilà, on met vraiment l'accent sur le renforcement des capacités sur ces éléments. Donc, on aide les villes, on renforce les capacités des villes, des représentants des villes sur le développement de ces politiques locales intégrées, mais aussi sur la mise en œuvre de ces politiques. Et aussi, nous avons, pas seulement de formation, mais nous avons aussi des outils précis que nous mettons à disposition pour toutes les villes. Elles sont d'ailleurs disponibles sur le site Urbact. Et ensuite, nous avons la 3e activité principale d'Urbact qui est tout ce qui est connaissance, capitalisation des connaissances qui viennent des réseaux, qui viennent des villes. Et puis, nous, au niveau du secrétariat, nous essayons de faire ces connaissances un peu plus accessibles pour d'autres villes qui ne font pas partie d'Urbact encore. Donc, je vais faire là plus un focus sur les réseaux parce que c'est ça vraiment le sujet de ces webinaires. Je vais vous présenter les 3 types de réseaux que nous avons. Donc, nous finançons d'abord des réseaux de planification d'action.
Donc, ce qu'on appelle en anglais Action Planning Networks. Donc, vous allez voir que notre, ici, ça, c'est une présentation de ces réseaux en anglais parce que c'est quand même la langue principale de communication. Donc, nous avons ce type de réseau, Action Planning Networks, et l'idée ici, c'est d'avoir dans un seul réseau des villes de toute l'Europe, entre 7 et 10 à peu près, qui vont se réunir parce qu'elles ont un défi commun, que ce soit le développement, que ce soit la régénération d'un quartier défavorisé ou que ce soit le changement climatique ou d'autres problématiques. Donc, elles se mettent ensemble afin de travailler, d'échanger entre elles et de trouver de bonnes solutions et de proposer de bonnes actions et à la fin coproduire avec la participation aussi des parties prenantes locales, coproduire un plan d'action intégré. Donc, chaque ville qui est engagée dans ces réseaux doit à la fin coproduire avec des parties prenantes locales un plan d'action intégré. Donc, on a lancé récemment un appel à réseau pour ce type de réseau. Ça vient d'être terminé. On a reçu 52 propositions de réseau qui sont en cours d'analyse pour approbation par les comités de suivi d'Urbact. Et de la France, nous avons reçu 22, parmi ces 52 propositions que nous avons reçues, il y a 22 partenaires français. Il y aura un autre appel probablement en 2026, début 2026, pour ce type de réseau. Maintenant, je vais vous présenter vite fait les réseaux de transfert. Donc, nous avons un autre type de réseau Urbact, réseau de transfert, Transfer Networks. Et ici, l'idée, c'est que nous avons déjà une ville qui a mis en place déjà une bonne pratique au niveau local, qui a apporté de bons résultats pour la population, pour les territoires. Et donc, cette bonne pratique, nous voulons la transférer et l'adapter dans d'autres villes d'Europe. Et donc ça, c'est pour ça que nous l'appelons transfert, mais ce n'est pas vraiment copier-coller, c'est vraiment transférer et adapter cette bonne pratique dans d'autres contextes locaux. Et on aura un appel à réseau pour ce type de réseau en 2025, février-avril 2025. Et le troisième type de réseau que nous avons piloté récemment et nous allons le le proposer encore pour les villes très bientôt, c'est ce qu'on appelle Innovation Transfer Networks. Là, ce sont des réseaux donc, dans chaque réseau, nous avons une ville qui était financée par les actions innovatrices urbaines. Donc, elles ont reçu un financement par les actions innovatrices urbaines et nous voulons, avec ces réseaux, transférer l'expérience de cette ville à d'autres villes dans l'Europe. Et l'idée, c'est que ces villes essayent de transférer à la fois les concepts et aussi l'expérience de la ville qui a reçu le financement Urban Innovative Actions. Et aussi, ces villes doivent après développer un plan de financement afin de pouvoir aussi mettre en place cette bonne pratique innovante qui a été financée à travers le Urban Innovative Actions. Donc, ça, pour cela, on va avoir un appel très bientôt. Donc, entre janvier et mars, nous allons publier normalement cet appel. Et quand même, je vous dis, ce sont des dates que je vous donne ici de façon indicative parce que ce sont quand même des dates encore à confirmer à la fin du mois par le comité de suivi d'Urbact qui est composé par les États membres de l'Union européenne et aussi la Commission. Et puis, juste pour finir, je vais vous montrer vite fait l'autre slide, les caractéristiques d'un réseau. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre une fois que nous faisons, une ville fait partie d'un réseau Urbact? Donc, ce sont ce que je vous présente ça, c'est plus pour les caractéristiques d'un Action Planning Network, donc d'un réseau de planification d'action. Donc, comme je vous ai dit, dans 2 ans et demi, il va y avoir des échanges entre les villes, donc des visites d'études, des ateliers transnationaux, etc., sur ces défis communs dont je vous ai parlé.
Et ensuite, chaque ville doit de toute façon développer au niveau local, créer un groupe d'action locale Urbact qui va participer à ces échanges, qui va bénéficier, comme je vous ai dit, des formations pour renforcer les capacités en ce qui concerne les développements de politiques locales. Il peut y avoir aussi des actions pilotes qui vont être financées avec le budget du réseau, parce que chaque réseau reçoit à peu près 850 000 € pour ces échanges, et c'est aussi pour la mise en œuvre de quelques actions pilotes. Et il bénéficie aussi, toutes ces villes bénéficient aussi d'une communication de la part du programme à travers le secrétariat, mais aussi à travers les contacts nationaux Urbact, comme vous allez connaître Mathieu après. Et aussi, l'objectif final, de toute façon, pour chaque ville, c'est de créer ces plans d'action intégrés qui va être mis en œuvre après la fin du réseau. Donc, globalement, ce sont les caractéristiques d'un réseau pour 2 ans et demi. Et je vais passer la parole à Mathieu qui va vous présenter un peu plus les résultats concrets des villes françaises qui ont participé au programme. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc moi, je suis Mathieu Copéré, je suis point de contact national du programme Urbact donc, pour la France et le Luxembourg. Donc, à contrario de Jenny qui travaille pour le secrétariat Urbact, donc qui englobe l'ensemble de l'Europe, moi, je me concentre pour la valorisation, sur la valorisation de projets français et luxembourgeois sur le programme et sur essayer de mettre en avant le programme en France et au Luxembourg. Donc, pour vous faire un petit récapitulatif d'Urbact en France, donc sur la période 2014-2020 qui vient de s'achever un petit peu tardivement à cause notamment du Covid, on a eu 83 réseaux Urbact partout en Europe, dont 37 qui impliquaient au moins un partenaire français. Ces 83 réseaux européens donc englobaient 678 partenaires européens. Donc, quand on parle de partenaires, on parle de collectivités locales. Et il y en avait 42 collectivités locales françaises sur ces 678. Donc, ça, on est pas mal, mais on peut faire mieux. Donc, d'où l'utilité de cet exercice-là, de présenter le programme Urbact pour essayer de faire connaître et de faire intéresser les villes à ce programme. Et sur les partenaires, donc, on parle de partenaires de toute taille. Grosso modo, on va d'une petite ville comme Montsartou qui a à peu près 10 000 habitants à la métropole du Grand Paris qui a une dizaine de millions d'habitants. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu l'étendue des tailles de villes possibles. Et aussi, juste pour compléter ce que vient de dire Jenny sur les appels à réseau, sachez que quand on parle d'un réseau, on parle d'un réseau transnational et thématique, mais la thématique est définie par les réseaux eux-mêmes. C'est-à-dire que les appels à réseau dont Jenny a mentionné, que Jenny a mentionné tout à l'heure, ils ne sont pas thématisés, c'est vous-même, c'est les réseaux, les villes elles-mêmes qui se mettent en réseau en fonction d'une thématique qu'elles ont en commun, d'une problématique commune, etc. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que les appels en réseau ne sont pas thématisés, c'est vous-même qui créez votre propre thématique et votre propre problématique de réseau. Donc, sur la slide suivante, je vais commencer à présenter des exemples de réseaux pour que ça vous soit un peu plus concret. J'en ai 3 ici, mais bon, il y en a beaucoup que j'aurais pu vous citer. 3 différents réseaux sur 3 thématiques différentes pour essayer de vous montrer un petit peu l'étendue des possibilités dans les réseaux Urbact. Donc, le premier réseau, c'est Urban Pact. Donc, c'est un Action Planning Network, un réseau de planification d'action, dont le chef de file était Clermont-Auvergne Métropole. L'objectif de ce réseau était de prévoir pour devenir des territoires net zéro énergie, NZE, d'ici 2050. Donc, c'était un réseau très ambitieux, mais qui a quand même bien réussi. Pour cela, ils ont visé, en tout cas, ils ont prévu des actions à large échelle. Ils ont déjà testé des actions sous forme d'expérimentation durant leur réseau, mais ils ont prévu l'implémentation ou plutôt la mise en œuvre plus globale au niveau territorial
d'actions visant à réduire d'une part la consommation d'énergie sur les territoires et d'autre part augmenter la part des énergies vertes et durables produites localement. Donc là, il y a bien une approche multiniveau, donc une production locale d'énergie propre et une réduction de la consommation d'autre part, qui a été envisagée sous trois formes, cette réduction d'énergie. Donc la rénovation thermique des logements, la mise en place de transports publics et de pistes cyclables, et d'autre part la nature en ville. Donc, pour cela, en fait, ils sont arrivés à ce résultat-là en fédérant tous les acteurs de l'économie circulaire, notamment les consommateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont mis autour de la table tout type d'acteurs, que ce soit donc consommateurs, producteurs d'énergie, les transports, les bailleurs sociaux, etc., pour essayer de créer une émulation autour de ce projet au niveau territorial, sachant que ce procédé est un requis d'Urbact. Je ne sais pas si Jenny l'a mentionné, mais on demande dans un réseau que chaque partenaire mette en place un groupe local de travail Urbact qui est composé de parties prenantes de la thématique qui est abordée dans le réseau et vraiment à discrétion du partenaire, mais on encourage à ce qu'il y ait le plus de monde possible autour de la table pour vraiment créer une émulation et vraiment créer une sorte de consensus pour arriver à l'objectif final, qui est notamment de créer, pour Urbact, de créer un plan d'action intégré, mais sa mise en œuvre au niveau territorial plus largement dans un second temps. Donc, sur la slide suivante, pardon, je vous présente donc Biocantine, dont le chef de file était Montsartou. Donc, Montsartou, il faut savoir que c'est un petit peu notre porte-étendard en France. Petite ville, c'est la plus petite ville qui a participé à Urbact, 10 000 habitants, mais qui a fait un travail remarquable avant Urbact, c'est-à-dire qu'ils ont développé la distribution de repas scolaires bio et locaux. Donc ça, c'était avant Urbact. Eux, ils ont voulu l'étendre à beaucoup de villes en Europe. Là, on en est autour d'une quinzaine de villes en Europe via des réseaux de transfert cette fois-ci. Donc là, je vous renvoie ce que vient de dire Jenny. Ils ont voulu étendre cette bonne pratique à d'autres villes européennes et beaucoup plus grandes. On parle de Liège, on parle de villes beaucoup plus importantes qu'eux, et ça a beaucoup marché. Leur approche était d'avoir une approche agroalimentaire locale, intégrée, notamment en luttant contre le gaspillage alimentaire dans les cantines et les crèches et en sensibilisant les enfants à l'alimentation durable par l'éducation. Quand on dit ça, on va aussi rajouter un élément très important, c'est qu'ils ont mis en place une régie agricole municipale. C'est-à-dire que c'est une ferme municipale tout simplement dont des agents municipaux travaillent et qui alimente directement en nourriture bio et locale les restaurations scolaires. Donc, il y a deux cantines scolaires et 3 crèches de mémoire sur le territoire. Donc, l'objectif qu'ils ont, c'est d'arriver au 100% bio et au 100% local. Ils sont déjà au 100% bio depuis déjà pas mal d'années. Et là, ils sont pour l'instant 90% de nourriture provenant du local. Donc, ils tendent visiblement à 100% et ça va arriver. Donc là, il y a 5 types d'actions sur ce projet qui ont été transférés dans le cadre de réseau d'Urbact. D'une part, l'éducation, donc impliquer les enfants et même les familles sur l'alimentation durable et bio. La gouvernance, notamment via les marchés publics. Donc là, Montsartou est l'élu en charge de ce travail-là au sein de la municipalité de Montsartou, a réussi, grâce notamment à Urbact, à avoir une certaine aura en Union auprès de la Commission européenne pour essayer d'infléchir la règle des marchés publics, notamment sur la nourriture, sur l'alimentation, pour essayer de promouvoir une alimentation bio et locale.
Ensuite, on a l'économie locale. Donc, on essayait de créer des emplois locaux sur les territoires avec une économie circulaire donc, qui va vers cette tendance donc, du bio et du local. On a aussi la planification urbaine, donc l'aménagement du territoire pour essayer de créer des fermes municipales locales pour alimenter les restaurations scolaires. Et ensuite, donc, on passe à l'avant-dernière slide, donc c'est 2 slides en une, sur un autre projet, donc Space for People, dont le chef de file était Bielefeld, donc désolé si la prononciation en allemand est très mauvaise, mais dont Saint-Germain-en-Laye a fait partie, a été partenaire de ce programme. Donc là, on est sur un Action Plan Network, dont l'objectif était d'améliorer la mobilité dans les villes. Donc, pour le cas de Saint-Germain-en-Laye, là, j'ai vraiment pris le cas de Saint-Germain-en-Laye parce qu'il faut bien comprendre que si l'objectif de chaque réseau est de créer des plans d'action intégrés, chaque plan d'action intégré est individuel et adapté à chaque fois à chaque réalité locale de chaque partenaire. Donc là, l'objectif a été d'améliorer l'utilisation de l'espace public dans les villes, notamment en réduisant la place de l'automobile par la ville, en créant notamment des parkings, en créant aussi des zones piétonnes, en développant la mixité des fonctions de l'espace public et d'obtenir, pour finir, des espaces publics attrayants pour divers groupes d'utilisateurs, donc avec un schéma de mobilité urbaine durable soutenant dans ces espaces publics. Donc, si on passe à la slide suivante, on rentre un petit peu plus dans le détail. Il y a 3 volets qui ont été envisagés et qui ont déjà commencé à être mis en œuvre par la ville de Saint-Germain-en-Laye. Donc, la gestion du trafic automobile. Donc, ils ont, grâce à ce travail qui a été fourni dans Urbact, ils ont créé un nouveau schéma directeur de circulation et de stationnement, donc notamment avec la libération de nombreux espaces publics, en créant de nouveaux parkings. Donc, il y a de mémoire 3 ou 4 parkings d'une contenance assez importante qui ont été créés ou qui sont en cours de création et qui vont désengorger petit à petit le centre-ville. Deuxièmement, ils ont développé des mobilités urbaines alternatives. Donc, il faut savoir, si vous ne savez pas, la ville de Saint-Germain-en-Laye est desservie par le RER, donc au niveau du Grand Paris. Ils ont créé un réseau de transport secondaire connecté à ce réseau, mais qui est assez mal connecté. Et via le réseau Urbact, ils ont prévu de créer un hub de transport connectant de façon beaucoup plus optimale le réseau de transport principal, donc au niveau de l'agglomération parisienne, et le réseau de transport secondaire au niveau de la ville de Saint-Germain-en-Laye et des communes environnantes. Donc avec un accès facilité aux biens et aux personnes à mobilité réduite. Et ensuite, et pour finir, donc la piétonisation et la décongestion du centre-ville, donc ça va avec le premier notamment, avec les 2 premiers, donc une meilleure utilisation de l'espace public donc pour diverses activités, que ce soit des activités sociales, culturelles ou commerciales, et favoriser la mobilité active et la vie urbaine, donc notamment via la mise en place de réseaux de pistes cyclables, de réseaux de des rues piétonnes au niveau de la ville. Et tout ça a été prévu notamment dans le plan d'action intégré qui a été élaboré durant le réseau Urbact. J'espère ne pas trop avoir débordé le temps et je vous remercie de votre attention. Merci Mathieu, merci Jenny. Encore une fois, c'était utile d'avoir des exemples assez précis. Je me permets de rebondir avec une question. Si on est une collectivité qui a potentiellement un sujet à creuser, qu'on aimerait développer avec Urbact, comment est-ce qu'on peut identifier les partenaires et comment on peut se faire aider parce qu'on ne sait pas forcément que telle commune finlandaise ou espagnole, elle a la même idée. Donc, comment cette mise en réseau, pour le coup, peut se faire? Ça, c'est une première question. Une deuxième question qui sort un peu du chat. Là, tu mentionnais qu'on avait des petites villes. Enfin, moi, en Sartou, c'est quand même 10 000 habitants, donc c'est pas non plus tout petit. Est-ce que Oui. sur du rural, on peut quand même postuler à Urbact? Est-ce que c'est une question d'éligibilité ou est-ce qu'on revient vraiment à une question aussi de capacité à porter le projet derrière? Alors, il n'y a pas, sur cette dernière question, je rebondis tout de suite, il n'y a pas de restriction de taille ou d'importance de ville.
on va travailler vraiment avec toutes les unités urbaines, petites ou grandes, qui souhaitent s'engager dans des programmes européens. Là, si je vous prends un exemple, donc sans préciser le nom, on a une petite ville de 3000 habitants qui a postulé, là, qui a candidaté pour l'appel à réseau qui vient d'être terminé en mars et qui va s'intégrer notamment sur un sujet rural qui est la mobilité, les mobilités alternatives en milieu rural. Donc, il y a des partenaires en milieu rural adaptés avec une thématique de milieu rural. Donc, il y a tout à fait la possibilité d'avoir des petites villes, vraiment petites villes, parce que c'est vrai que Monsanto, c'est 10 000 habitants, c'est petit et moyen à la fois, mais ils sont aussi dans une unité urbaine un peu plus importante entre Cannes et Grasse, donc voilà, dans une agglomération, si on peut dire, ou une aire urbaine assez grande. Sur la question de comment on fait pour avoir pour être mis en relation et comment avoir des partenaires, il y a trois façons. La première, tout simplement, le bouche à oreille. Vous savez que vous avez des affinités particulières avec d'autres villes européennes. Ça peut être par le jumelage, ça peut être par d'autres programmes précédents. Et vous voulez vous travailler dans le cadre d'Urbact avec ces villes-là. Et là, vous pouvez vous mettre en réseau. Le deuxième, c'est que traditionnellement, le secrétariat Urbact met en place une plateforme de mise en relation de partenaires où tout simplement, vous qui avez une idée, vous êtes la ville X, vous avez une idée de réseau, vous souhaitez développer une idée dans le cadre d'un réseau Urbact, vous allez publier votre idée et le matchmaking va se faire comme ça. Vous pourrez être contacté par d'autres villes ailleurs en Europe et vous-même contacter d'autres villes ailleurs en Europe qui auront préalablement inscrit leur idée de réseau. Et troisièmement, il y a nous, les points de contact nationaux. Donc moi, pour la France et le Luxembourg, on a une petite famille d'une grosse vingtaine de points de contact nationaux partout en Europe et nous nous mettons très régulièrement en contact, notamment lorsqu'il y a des appels à réseau sur, voilà, moi j'ai une ville française qui veut travailler sur telle thématique, est-ce que vous avez des villes dans vos pays qui veulent travailler là-dessus et le matchmaking se fait comme ça. Et ça marche très bien, là on a pu le voir durant les 3 mois que dure l'appel à réseau, ça a très bien marché. Donc n'hésitez pas à prendre mon contact, je vais mettre mon adresse mail, je ne sais pas si Jenny l'a déjà mis. Je vais mettre mon adresse mail et de toute façon, vous pouvez consulter le site internet Urbact. Vous avez notamment mon contact, mais vous avez aussi tout un tas de ressources qui pourraient vous être utiles pour la suite. Merci beaucoup. On va se tourner vers Gwen pour nous présenter un petit nouveau venu dans le monde des réseaux européens. Merci beaucoup Pierre, merci à tous aussi, vous êtes bien nombreux et je suis honorée d'être invitée par Pierre. Donc ce petit nouveau réseau qui a été lancé en juin dernier est un réseau qui s'appelle Bâtir l'Europe avec les élus locaux. Donc c'est le pendant, on va dire. Vous avez des informations engrangées chez vous sur l'Union européenne et ce réseau fait appel à vous pour parler de tout ça au niveau local avec vos concitoyens. Donc ce réseau a été créé en juin dernier uniquement. Il est créé en collaboration avec le comité des régions et l'objectif est effectivement de créer un réseau européen d'élus locaux qui désirent communiquer sur les enjeux européens, qui désirent informer et sensibiliser les citoyens sur ce que fait l'Union européenne. Alors, aujourd'hui, on en est où? Petit réseau, pas si petit que ça quand même, Pierre. On en est à plus de 500 membres aujourd'hui dans le réseau, avec une grosse partie en Italie, en Espagne, au Portugal. L'Allemagne, la Bulgarie et la Roumanie commencent également à monter au créneau. Quand je dis l'Italie et l'Espagne, ils en sont à 194 et 125 candidats, membres effectifs. Et en France, chers Français, 25 pour l'instant, 25 membres. Donc on a un petit peu de travail à faire pour
avoir plus de membres français et peut-être qu'après la présentation, vous en aurez plus envie. Donc aujourd'hui, le réseau couvre 22 États membres, un tiers des régions européennes. Et en général, l'objectif est de focaliser sur les autorités locales les plus petites, donc dans les localités où l'Europe a un peu plus de mal à arriver. Et, donc entre moins de 10 000 habitants et moins de 100 000 habitants également. Donc aujourd'hui, en France, 25 membres et des régions qui couvrent la plupart de la France, partant de la Bretagne, l'Auvergne jusqu'à Mayotte. Je mettrai, donc il y a une carte interactive accessible à tout le monde, que je vous mets maintenant dans le chat. Donc, comment participer à ce réseau? Eh bien, rien de très difficile. Il y a un appel à candidature en ligne sur le site de la commission. L'idée est donc d'avoir un partenariat entre la collectivité locale et la Commission européenne. Et dans la même collectivité locale, il y aura un élu local qui va être désigné par cette même collectivité, qui va être membre du réseau. Tout ça pourquoi? Pour assurer la pérennisation du réseau, dans le cas où l'élu local ne serait pas réélu, que le partenariat puisse continuer dans le temps. Voilà. Vous pouvez passer la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, quel est le rôle des membres du réseau? Effectivement, participer à la vie du réseau. Vous n'allez pas simplement discuter entre les Français, mais partager des bonnes pratiques avec des membres de toute l'Union européenne. Vous allez également prendre part, nous l'espérons, à des débats avec des acteurs de votre circonscription et les médias locaux et présenter les politiques, actions et initiatives de l'Union européenne. Comment? Pas sorti de nulle part parce que c'est un projet difficile. C'est difficile de parler parfois des initiatives de l'Union européenne avec des citoyens. Donc la slide suivante, j'espère que c'est dans le bon ordre. Merci beaucoup. Donc, comment vous auriez accès à des informations en ligne et non en ligne, mais ici, c'est juste une slide sur les informations en ligne. C'est une plateforme d'échange, là aussi, qui est multilingue. Donc, également, si vous cherchez des partenaires, si vous, dans le réseau Urbact, par exemple aussi, vous pouvez également vous mettre votre demande là-dessus. Donc, sur cette plateforme Futurium, nous publions très régulièrement des informations sur ce que fait l'Union européenne sur les thématiques qui vous sont les plus sensibles au niveau local. Comment est-ce qu'on a identifié ces problématiques au niveau local et régional, Eh bien, via un questionnaire spécifique. Je crois qu'on peut passer à la dernière slide. J'essaie de forcer le temps parce que je vois qu'il me reste que 2 minutes. Donc, comment on a... donc, on identifie quelles sont vos spécificités locales via un sondage spécifique auquel vous répondez. Il y a 70 thématiques qui partent du changement démographique, dépopularisation rurale, valorisation de l'héritage culturel, etc. Donc, où nous récupérons des informations officielles de la Commission et des autres institutions européennes sur vos spécificités locales et nous mettons à disposition ces informations de communication dans votre langue. Vous serez aussi invité à participer à des visites prioritaires, tout comme le fait le pôle territorial à Bruxelles, avec la possibilité de discuter de vos thématiques, de vos spécificités régionales. Vous allez également avoir accès à un réseau de pairs, donc d'autres élus locaux de l'Union européenne. Et
également pouvoir avoir accès via Futurium à d'autres réseaux de sensibilisation. Aujourd'hui, grâce à Pierre, vous avez eu un aperçu de certains réseaux, mais il en existe d'autres. Et l'idée est effectivement que vous puissiez pouvoir avoir accès à des informations sur ce que fait l'Union européenne dans les régions, mais pas que, pour pouvoir stimuler ensuite les débats au niveau régional avec vos concitoyens et autres. Et pour ça, vous avez également accès au réseau des Europes Directes, dont Pierre a une carte également à partager, j'imagine, à un autre moment. Et je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation à 12 heures pile. Donc là, le pendant du réseau Bâtir l'Union avec les élus locaux est un peu le pendant européen de ce que fait avec brio le pôle territorial à Marseille, où il vous alimente d'informations sur ce que fait l'Union européenne. Là, ici, c'est d'avoir la possibilité de discuter Europe au niveau local, mais en collaboration avec d'autres élus locaux des autres pays membres de l'Union européenne. Voilà, Pierre. Ça a été cirque un sprint. Ouais, merci beaucoup et merci pour l'effort de tenir dans le timing. Ça nous permet d'arriver sereinement au bout de ce webinaire. Je pense qu'on a essayé de vous montrer un petit peu quand même l'intérêt de manière générale à vous mettre en réseau avec d'autres collectivités pour traiter certains des sujets ou porter des projets qui vous tiennent à cœur. On a fait un zoom, hein, notamment sur Urbact, parce qu'on ne pouvait pas tout couvrir, mais l'idée c'était que vous ayez quand même des exemples concrets de projets, pas juste une présentation générale. Mais il y a d'autres types de réseaux, et donc on vous invite aussi à aller creuser d'autres sujets. Notamment autour du programme SERV, Citoyens, Égalité, Droits et Valeurs. Par exemple, si vous avez un projet qui est plutôt d'ordre travail de mémoire, ou si vous voulez dynamiser un peu ce que vous faites dans le cadre de jumelage avec d'autres pays, là vous allez pouvoir trouver des opportunités aussi. Si vous avez des sujets plutôt autour de la culture, là c'est Europe Créative qui va aussi pouvoir permettre, au-delà de financement, de la mise en réseau sur un certain nombre de sujets. Et enfin Erasmus, alors tout le monde connaît Erasmus, mais c'est pas seulement de l'échange de jeunes, c'est aussi de la mise en réseau de personnel de formation, d'éducateurs, de professeurs, etc., qui peuvent tout à fait rentrer dans le cadre d'Erasmus et bénéficier d'un accompagnement et de financement. Voilà, donc là c'est une invitation à aller creuser. On vous a mis dans la dernière slide quelques informations à retenir avec un certain nombre de liens, de choses dont on a discuté. Appel à projets en cours sur Interreg Europe, les appels à candidature qui sont ouverts sous l'initiative urbaine européenne, dont Laura a parlé au début. Côté AFCCRE, on vous invite à consulter un guide très bien fait sur les financements européens, spécifiquement pour les projets environnement et climat des collectivités territoriales. Côté Urbac, vous avez les coordonnées de Jenny et de Mathieu si vous voulez creuser un petit peu. Et enfin les liens Belk avec une présentation, une petite vidéo de la dernière visite des membres, hein, parce que ça permet aussi d'avoir la possibilité d'aller à Bruxelles. Et un bulletin régulier. Et de manière générale, bien sûr, pour ceux qui seraient arrivés par un autre biais, on vous invite à rejoindre la newsletter de l'Europe des communes. Vous serez au courant un peu de tout ce qu'on produit en termes de contenu éditorial, de webinaires, etc., etc. Voilà, je m'arrête là, à peu près dans les temps. Merci à tous pour votre participation. Comme je le disais sur les questions qu'on n'a pas pris directement, on vous enverra ça par la suite avec le replay et la présentation. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bonne journée. au revoir. Merci, au revoir. Merci Au revoir. beaucoup.